Merchant vessel Grinch, this is French warship. Do you read me on channel 16? What was your last port of call? Last port of call, Murmansk, Russia. Lorsqu'on parle de flotte fantôme, on parle de ces cargos souvent en piteux état, dont les cargaisons sont souvent assez suspectes, dont on a à peu près la certitude que ces cargos-là sont reliés aux intérêts russes. It is my intention to send a boarding team to examine your cargo in accordance with international law. Ce sont des armateurs qui sont assez peu regardants vis-à-vis des règles internationales, qui opèrent en mer pour trafiquer plus exactement, contourner les sanctions du pétrole. Okay, French Navy. La mer est un espace de liberté où finalement chacun peut naviguer librement, c'est un énorme avantage, mais c'est également une complexité puisque chacun y exerce des activités licites ou illicites. Par les mers, on peut poser un certain nombre de problèmes majeurs, à la fois au commerce, à la mondialisation et donc au-delà, au monde entier. Longtemps symbole d'infini et de liberté, la mer est devenue au fil du temps la principale voie d'échange entre les nations. Pourtant, à l'heure où l'essentiel des produits de notre quotidien y transite chaque jour, cet espace sans frontières est désormais au cœur des affrontements entre puissances. Une zone stratégique, depuis laquelle la marine protège les intérêts de la France et des Français, de la plage au grand large. La mission prioritaire de la marine, comme des armées en général, c'est la protection de la France et des Français, là où ils se situent. Et donc, pour la marine nationale, évidemment, c'est sur l'ensemble des mers du monde, autour de la métropole et évidemment autour de l'ensemble de nos outre-mer. Donc, la protection de notre souveraineté, la défense de notre souveraineté, l'affirmation de notre souveraineté se déroule notamment en mer. La mission principale d'un sémaphore va être la défense maritime du territoire. C'est prévenir tous les dangers qui pourraient se présenter aux abords des côtes françaises. Nos missions consistent à surveiller tout type d'embarcation, des plus petits voiliers, kitesurfers, jusqu'aux gros tankers et ferries. Tous les navires qui vont rentrer dans les eaux territoriales françaises, nous allons leur demander leur provenance, leur destination, le nombre de personnes à bord et le type de cargaison qu'ils ont à bord. S'il y a une anomalie, on peut reporter ça à nos autorités qui, elles, prendront des moyens nécessaires pour envoyer des moyens nautiques à bord afin de contrôler les navires. Roger, start LNG pancake, please. Avion nav local Brest, 3567-25. Secteur Cantabrico, Saint-Jean-de-Luz. La chaîne sémaphorique nationale possède 59 sémaphores, dont 25 sont répartis sur la façade atlantique. Pour la façade atlantique, sont environ 200 marins qui travaillent H24 et 7 jours sur 7 pour opérer cette surveillance. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir agir encore plus en amont et le maillage de la marine nous permet de le faire et c'est ce point-là qui peut être intéressant pour capter de l'information, du renseignement. Savoir ce qui se passe dans un périmètre proche de notre littoral, ça nous permet de prévenir beaucoup de choses. Nous travaillons avec la gendarmerie maritime, les douanes ou les affaires maritimes, qui eux ont des moyens nautiques, contrairement aux sémaphores. Et nous travaillons également avec la flottille côtière, qui est une toute nouvelle unité de la marine nationale, qui est armée par des réservistes, qui se situe sur Bayonne.
création de l'escouade de Bayonne a 2 ans. C'est des unités récentes, c'est constitué que de réservistes. Commandé par un réserviste, je suis réserviste, on appuie l'action de l'État en mer, on fait beaucoup de prévention. C'est un appui aux autres unités qui est spécifique Marine nationale. On travaille principalement dans les unités locales, à proximité, pour que les gens puissent avoir la connaissance de leur milieu. La grosse différence avec d'autres unités, c'est qu'on travaille très proche des côtes, donc avec d'autres interprétations, d'autres problématiques. Mais ce qui ressort, c'est cette volonté de participer à l'action de l'État, la protection de son environnement et la protection plus générale de l'État français dans notre espace. On est à 50 réservistes, on attend encore d'autres. Tenez-vous derrière, hein. Il y a beaucoup de missions. L'action de l'État en mer, c'est-à-dire surveillance des côtes, la lutte contre le narcotrafic, et puis également faire de la prévention par rapport aux gens qui naviguent. Là, on va à Saint-Jean-de-Luz, à côté, à la baie, et on va faire des exercices. Moi, j'aimerais peut-être intégrer la marine plus tard. Et là, je fais des études, je suis en 2e année de licence de biologie. Il faut que tu prennes tout le matériel, que tu passes le bout dedans, que tu passes par là. Voilà. C'est bien, oui, j'ai compris. Et tu la marques sur la banque. C'est tout nouveau pour moi, donc faut s'y faire, quoi, mais voilà. On a sur le plan d'eau une présence qui permet d'effectuer des patrouilles, des interventions, mais également peut-être d'autres volontaires qui ne seraient pas forcément venus dans la réserve marine traditionnelle. Et cet ancrage territorial, il est vraiment précieux pour nous puisqu'on a la connaissance de l'environnement et de ce qui s'y passe. Le droit de la mer, c'est un compromis entre la liberté des mers, puisque vous avez les eaux internationales dans lesquelles il y a assez peu de régulation qui s'appliquent. Et puis vous avez ensuite, à partir du moment où vous franchissez une limite invisible, qui est celle de la zone économique exclusive, là, vous avez énormément de droits qui s'appliquent et qui c'est beaucoup plus régulé. Et c'est notamment parce qu'en fait, l'essentiel des ressources est proche des côtes. C'est pas du tout anodin. Donc la France dispose du 2e espace maritime mondial, donc déjà c'est énorme. C'est un espace considérable. Ça donne à la fois beaucoup d'avantages à la France en termes de gestion des ressources, en termes diplomatiques, en termes d'assises. Ça donne aussi beaucoup de responsabilités. La notion de souveraineté en mer est une notion extrêmement importante. Aujourd'hui, la mer est un espace de liberté, mais à la fois un espace régulé. Et donc, il y a des zones, des délimitations dans lesquelles chaque pays riverain exerce ses responsabilités. Et la marine est là pour défendre nos intérêts en mer, dans nos zones de responsabilité. Si on part encore et toujours du trait de côte et du littoral et qu'on va vers le large, je dirais que la première chose, c'est qu'il faut protéger les gens. Donc il faut protéger les citoyens qui habitent sur le territoire français. Il faut protéger ceux qui naviguent aussi. Donc c'est tout le sauvetage en mer. Ensuite, il faut protéger les infrastructures. Les ports, qui sont la porte d'entrée de la mondialisation, les zones d'atterrissement des câbles sous-marins, tout ça c'est sur la côte. Et vous avez aussi des infrastructures un peu plus loin, des éoliennes, des plateformes pétrolières s'il y a des plateformes pétrolières, des infrastructures touristiques. Donc les gens, les infrastructures, les ressources. Belligou Fox, mise en route, approuvé la piste 05 en service, le vent 150 degrés, 4 nœuds QNH 1012. Rappelez pour rouler. qu'on appelle le SAR, mais c'est essentiellement le SECMAR, hein, le secours en mer. Cela représente des missions donc, de secours à personne. Ça peut être donc, des navires en difficulté. Et donc, dans ce cas-là, on va aller devoir sortir de l'eau tout l'équipage. On va pouvoir aussi aller récupérer des personnes blessées sur des navires. Ça arrive très régulièrement. Et après, pour un volet plus large, c'est comme tout marin, ça va être la surveillance du trafic et assurer une sécurité, en tout cas pour tous les trafics qui sont assez denses hein, devant la pointe bretonne, entre autres. On a une connaissance qui est longue et qui est assez exhaustive de toutes les conditions météorologiques que l'on peut rencontrer, de savoir exploiter notre hélicoptère dans toutes ces conditions-là. On est vraiment au devant de toutes les perturbations qui arrivent de l'ouest, ce qui va nous donner beaucoup de fil à retordre pour nous pour ce genre de mission. Tour en sortie de parking Bravo, 123.2. 630.
23, on a copié le couche. Et c'est clair devant, 3, 2, 1, top décollage. Oui. Ok. Et top pour la rotation. Allez, Vanessa, en présentation. Reçu. Et visuel du bateau. Visuel d'état de mer, c'est ça qui va nous compliquer le plus pour garder une position précise par rapport à notre cible, hein, le bateau, sans risque de heurter une personne pendant le treuillage. J'ouvre la porte. Porte ouverte, verrouillée. Ok. Le plongeur est sorti. À droite d'où 5 mètres et en avant d'où 3 mètres. Début de descente du plongeur. À droite d'où 4 mètres et en avant d'où 2 mètres. En avant d'où encore 1 mètre. Stop l'avant, à droite d'où 2 mètres. Stop le mouvement, bonne position. Plongeur debout sur le pont, bonne position. La phase la plus dangereuse en treuillage, c'est quand on arrive à la verticale du bateau. Il est soumis aux vagues, à la houle, au vent. Donc il faut faire attention aux obstacles. Moi, ma hantise, c'est de blesser le plongeur ou d'autres personnes qui seraient au bout du câble. C'est vraiment ma grande inquiétude. Le plongeur, c'est le premier arrivé sur les lieux de l'accident et c'est le dernier à remonter. Il a beaucoup de mérite parce que c'est lui qui est le plus exposé aux blessures et puis à tout ce qui peut se passer lors de la phase du treuillage. Le plongeur en sécu se décroche du groupe. Dans le cadre du secours maritime, c'est le CROSS, le point d'entrée de tous les appels. C'est lui qui va recevoir les appels de détresse et ensuite, avec le panel de moyens qu'il a à sa disposition, il va choisir le plus adapté. S'il nécessite l'emploi de l'hélicoptère du type que l'on a ici. On a chaviré, je répète, le trimaran Lazare a chaviré. Ça va être dans les cas où il va vouloir un moyen rapide d'intervention à longue distance et dans des conditions plutôt mauvaises. Cela représente dans les 250 missions sur les chiffres de 2025, 250 missions de sauvetage et 150 personnes secourues environ. Le but de notre présence ici, c'est d'assurer la sécurité de tous les usagers présents en mer, et particulièrement ceux qui participent au flux migratoire entre les côtes françaises et les côtes britanniques, sur des embarcations particulièrement précaires et de plus en plus chargées. On observe un phénomène exponentiel du nombre de personnes par embarcation. Là, actuellement, cette année, on est sur les 40 000 personnes qui ont fait la traversée, à peu près 5 000 personnes secourues, et jusqu'à 120 personnes par embarcation sur des embarcations de 10 mètres avec femmes, enfants et des personnes souvent qui ne savent pas nager et qui n'ont pas forcément d'aide à la flottabilité de manière systématique. Donc nous, notre mission, c'est d'être sûr que ces personnes-là sont en sécurité malgré tout et si besoin, les assister. On est paré à les recevoir à bord, à leur fournir une assistance médicale si besoin et à les ramener vers la terre si leur embarcation venait à faire naufrage. C'est un dispositif préventif pour être sûr que tous les bateaux qui traversent soient là pour les surveiller et pour, si besoin, du coup, les assister et passer dans une deuxième phase qui, là, se transforme en sauvetage, à de l'assistance à personnes en danger, soit parce qu'eux le demandent suite à une dégradation des conditions météorologiques, soit parce qu'ils subissent un naufrage, leur embarcation se disloque, leur embarcation est crevée, ou des personnes tombent malades à bord ou demandent assistance. Et à ce moment-là, on rentre dans l'assistance à personnes en danger. Donc nous, on met tout en œuvre rapidement pour leur porter secours. Good morning, this is French warship. Do you need assistance? Il y a un enfant devant, il y a un enfant devant, il y a un petit enfant devant. Là, ici dans le trou. On a acquis un vrai savoir-faire sur la partie sauvetage en masse en particulier. C'est aujourd'hui sauver une centaine de personnes alors qu'on n'est qu'une vingtaine à bord, c'est pas anodin, dans des conditions météo parfois froides et dégradées, et parfois de nuit, souvent de nuit. Donc il faut avoir ce savoir-faire. C'est seulement de Croisillé, je vous reçois, fort éclair.
Oui, Fort Éclair également, c'était juste pour vous annoncer que nous sommes bien arrivés en zone Touquet. On a 21 membres d'équipage à bord, la moyenne d'âge est à peu près de 28 ans. Et finalement, moi, ma mission aujourd'hui, quand je fais partie de ce dispositif-là, c'est de former des marins à une sorte de haute intensité. On parle aujourd'hui beaucoup de haute intensité au combat, mais moi, c'est une sorte de haute intensité. Dès qu'on part en mer, on n'est pas loin de chez nous, mais on fait face à des crises, en tout cas des événements soudains qui sont une sorte de haute intensité. Et demain, s'il y a d'autres missions qui se présentent, on saura y répondre de la même manière. La mer est un lieu propice au développement de la criminalité, tout simplement parce que c'est un lieu difficile à surveiller. C'est un lieu donc, où on peut échapper au contrôle. Donc vous avez plein d'activités illégales en mer. Vous avez une multiplicité d'activités illégales en mer. Vous avez les mêmes que sur terre. Par exemple, le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic de personnes, notamment par le trafic de personnes qui cherchent à se déplacer. Le trafic que l'on voit le plus émerger, le plus grandir ou qui se développe de plus en plus, c'est le trafic de drogue. Donc l'année dernière, en 2025, la marine a intercepté 87 tonnes de drogue sur tous les océans du monde, ce qui est quasiment le double de ce que nous avions fait en 2024. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est le constat que le trafic de drogue augmente sur tous les océans du monde. Détection d'une piste rapide, très proche des côtes. En route. La manche au PG. Oui. Maintiens. Ok, et le... Ouais, ok. Tu pourras me donner une distance quand on passe vertical les tracos? Et puis vous avez des activités illégales qui sont spécifiques à la mer, notamment la pêche illégale. Donc la pêche illégale, le terme exact, c'est la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Et en fait, elle recouvre énormément de pratiques de pêche. Partant de ce constat-là, c'est-à-dire que c'est facile, entre guillemets, d'avoir des activités illégales en mer, de ne pas être repéré, eh bien, évidemment que les gens qui ont des activités illégales vont s'intéresser à ce milieu pour transporter, mais aussi pour opérer de manière générale. La pêche guyanaise, elle est le troisième acteur économique du territoire. C'est en gros 100 navires. Si vous prenez le territoire de la MAPA, qui est un des territoires du Brésil, on est sur des flottes de 1000-1200 navires. Si vous remontez sur le Suriname, on est sur le même gabarit de navires, y compris Guyana et y compris Venezuela. Ces navires-là ont pratiqué des pêches intensives dans leur zone. Automatiquement, le réflexe est de venir sur une zone poissonneuse, puisque la Guyane a vraiment un apport en termes de ressources halieutiques et de biodiversité très important. Donc on a une pression très forte qui se manifeste aux frontières brésiliennes et aux frontières surinamaises, plus effectivement des navires vénézuéliens non autorisés qui viennent aussi sur le territoire. Passant commande tiller. Passant commande tiller, la barre est en commande tiller. Bien. Les deux machines avancent 0,20. Deux machines avancent 0,20. De plus en plus, l'objectif c'est d'essayer de surprendre les pêcheurs brésiliens pour pouvoir arraisonner le bateau, faire un traitement administratif et éventuellement les dérouter et détruire la cargaison et le navire. Et donc c'est de plus en plus difficile et donc on a des modes opératoires que je ne peux pas forcément détailler, vous comprendrez pourquoi, mais où l'objectif est de surprendre les pêcheurs en activité de pêche. Ce qui nous intéresse plus spécifiquement quand on fait une opération, on dit en zone est, c'est les pêcheurs qui viennent du Brésil. Leurs outils de travail, c'est les tapouilles, donc il y a des tapouilles mer qui peuvent faire une quinzaine de mètres et qui embarquent un équipage de 8-12 personnes. À un moment, il y avait beaucoup de violence de la part des pêcheurs, surtout à l'est, donc les pêcheurs brésiliens. Et donc c'était apporter une réponse de fermeté et ça a très bien fonctionné puisque ça a fait diminuer la violence. Comment sont réglées les machines? Bien, les deux machines avancent 0,50.
On va attendre doucement que, de préférence, une tapouille mer, puisque l'impact économique est vraiment plus important, passe la frontière, fasse une réelle incursion. Et à ce moment-là, on sera en mesure de protéger nos eaux, quoi. Là, ce que vous pouvez observer, c'est que là, il y a une traînée. C'est le bateau qui se rapproche de nous. Et nous, c'est cette traînée qui va pouvoir nous donner une indication sur où est le bateau. Et d'où il vient et ce qu'il fait. Le phénomène de la pêche illégale en Guyane, c'est pas quelque chose qui est né il y a 2 ans. C'est un phénomène qui est ancien. On exerce une opération de police et non pas une opération militaire d'éradication de la pêche illégale. On est aujourd'hui en termes de saisie sur environ 200-250 tonnes de produits de la mer qui sont appréhendés, saisis puis rejetés à la mer. Je veux croire que ce dispositif, il est dissuasif et donc que cette opération de police, elle fonctionne. Poste de visite. Les équipes de mise à l'eau des embarcations en poste. On s'équipe puisqu'on ne sait pas ce qu'il y aura en face. Gilet, casque et notre ceinturon. On sera armé de toute façon. Donc il y a déjà eu des cas où ils étaient très virulents. Donc on se prépare à tout. Si on va sur un artisan ou une tapouille, le but c'est d'identifier le plus rapidement possible, histoire de passer à autre chose. De toute façon, dans tous les cas, on sera grillé. Raccoon de Sierra Echo, je comprends tapouille mer brésilienne, 2 nautiques eau brésilienne en Yankee unité 0 et Yankee unité 4. On est en lien avec l'hélicoptère et l'hélicoptère en lien avec les embarcations. En gros, il survole la zone et va repérer et identifier les différentes pistes qu'il peut voir. Tapouille en action de pêche. Raccoon de Caïman. Ok, va adelante. Ok, go. Go. On va prendre des photos de poissons à la cale pour faire des preuves. Et demandez aussi en déclaratif la taille de son filet. Ouais, bien sûr, je compte dessus comme d'habitude. J'ai actuellement 4 tonnes de glace selon le capitaine, donc embarqué à bord. Ça fait 3 jours qu'il est en mer, il fait 10 jours maximum par voyage avant de retourner à Oiapoque. Et selon lui, il a déjà fait de la prison à Cayenne. Donc confirmé que ça corrobore les éléments du capitaine, 150 kg de poissons dans la cale, avec 8 kg de vessie fraîche, en plus des 95 vessies sèches, et 2 bouteilles de 1 litre d'œufs de poisson. La mer, historiquement, et j'allais dire presque philosophiquement, est un espace maritime fondamental qui repose sur le principe de la libre circulation, qui assure la vitalité commerciale de la planète. Alors c'est particulièrement vrai à l'heure de la mondialisation, et c'est d'autant plus fondamental qu'il y a ce chiffre important à rappeler, que 90% de nos échanges se fait par le transport maritime, d'où ce principe de libre circulation. Si on ne peut plus commercer par les mers, le commerce mondial, la mondialisation telle que nous la connaissons, se grippe, voire s'interrompt. La mer, ça transporte bien plus que des marchandises, ça transporte notre quotidien. C'est 12 milliards de tonnes qui passent par la mer chaque année, qui représentent à peu près 30 000 milliards de dollars. C'est des chiffres colossaux qui donnent le tournis. Donc c'est un peu l'épine dorsale du monde de nos échanges. Non battant avant 10 mètres qui vont. 4000 mètres. Alerte! Alerte!
Il y a une menace sur un VHF 16. Ouais, suivi. On rappelle le poste de combat. On rappelle le poste de combat. Monsieur, poste de combat. Poste de combat. Poste de combat. On tire. On engage. Engage. La mer Rouge, c'est évidemment un espace stratégique, avec bien sûr l'enjeu du canal de Suez, mais avec aussi ce verrou stratégique du Bab el-Mandeb. La mer Rouge, là encore, c'est un foyer de tension très important, dont on a pu croire, là encore, que c'était les tensions d'hier, mais que cet espace maritime-là, évidemment, demeurait un espace de tension et surtout un espace qu'on peut regarder comme une caisse de résonance des conflits de la région. C'était une vraie crise géopolitique sur laquelle les forces navales, notamment européennes, ont apporté des réponses pour assurer la libre circulation, mais ça restait une zone de crise qui a nécessité pour beaucoup d'armateurs de changer leur flux pour éviter la zone et donc en passant par le cap de Bonne-Espérance et éviter cette zone de conflit par sécurité des équipages en priorité. Je suis le commandant de la frégate de surveillance Nivos, qui est basée à Port-des-Galets, sur l'île de la Réunion. C'est un bâtiment hauturier qui peut naviguer loin et longtemps. On peut conduire des missions dans le nord de l'océan Indien, donc jusque dans le golfe d'Aden, le golfe d'Oman. Donc dans la zone sud de l'océan Indien, il y a de nombreux territoires français, et donc doit être en mesure de surveiller ce qui s'y passe. Et donc l'ensemble des bâtiments des FASOI, donc des forces armées de la zone sud de l'océan Indien, patrouillent pour faire respecter la souveraineté française dans ces zones-là. La partie sud de l'océan Indien, c'est une zone qui est extrêmement grande. La zone est spécifique dans le sens où c'est un carrefour de routes maritimes. C'est également un carrefour d'intérêt, avec beaucoup de richesses qui y sont concentrées. Et c'est également un carrefour de tension, avec une compétition stratégique, une compétition entre grands acteurs qui est en train de s'intensifier dans la région. La France est présente dans cette zone sud de l'océan Indien, avec le département de la Réunion, le département de Mayotte, et également les terres australes et antarctiques françaises, un intérêt local. Et ensuite, c'est un intérêt plus large, c'est-à-dire que l'ensemble des routes commerciales, nous les empruntons aussi, et la sécurisation de nos approvisionnements passe également par ces routes. Pour information, nous avons un CNV autour de nous, ce sera le CNV Volga. Il a une distance de combien de nautiques? De 20 nautiques. D'accord. Chef du Cardocchio, pour information, on a un CNV autour de nous, distance 20 nautiques. Il bat le pavillon Malte et il s'appelle le CGM Volga. Là, actuellement, donc, le Nivos patrouille en direction du cap de Bonne-Espérance. Et donc, nous sommes au milieu d'un rail de navigation et on croise de très nombreux navires commerciaux, des porte-conteneurs, des vraquiers, des cargos qui vont jusqu'à une taille de 400 mètres de long, 60 mètres de large, des monstres d'acier qui transportent de très nombreuses marchandises. Oui, je vous disais que le CMA-CGM Volga est dans notre 327 pour une distance de 24 nautiques, faisant route au 72 pour une vitesse de 18 nœuds. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, la grande majorité des biens de consommation que l'on consomme en Europe, en France, pour les Français, sont transportés par voie maritime. Notre objectif est de surveiller ce trafic maritime, de détecter les comportements qui sont suspects et de prendre contact avec certains navires avec lesquels nous avons un partenariat de coopération navale volontaire. Et donc certaines compagnies françaises, mais pas que, ont un partenariat avec le MICA Center, qui est situé à Brest, qui est un organisme militaire de la marine française. Good afternoon, sir. This is a French Navy ship operating in support of volunteer naval cooperation of the French MICA Center in the Indian Ocean. I have a few questions. Are you ready to answering the following questions? MICA Center qui leur donne une situation sécuritaire, puisqu'il y a des dangers en mer aujourd'hui. Et en échange, lorsque nous les rencontrons, nous échangeons avec eux pour les rassurer, et puis pour savoir si tout se passe bien sur zone, et si par hasard ils n'auraient pas détecté des comportements suspects.
On a 2 bateaux qui sont, je pense, beaucoup plus gros que nous, parce que ça doit être des commerces qui sont en train de nous rattraper. Je vérifie que leur route n'est pas une route de collision avec nous. Normalement, c'est à eux de nous contourner. Mais en mer, il y a aussi la règle du plus gros, où c'est le plus petit qui s'écarte parce qu'il est plus manœuvrant. C'est notre rôle de vérifier que les bateaux de commerce naviguent en sécurité, qu'il n'y a pas de menaces, ou alors que ces bateaux n'ont pas besoin d'assistance, ou qu'il y ait des avaries techniques pour lesquelles on pourrait aider, puisqu'entre gens de mer, on s'entraîne. On peut les interroger pour leur demander des informations sur est-ce que vous avez vu quelque chose pendant votre navigation, est-ce que tout se passe bien. Star Island, this is French warship Nivos. Good morning, sir. This is French Navy warship operating in support of volunteer naval cooperation. C'est un petit peu des capteurs de renseignement, d'ambiance. Et nous, en échange, en fait, on leur propose une assistance. On est un garant de sécurité pour eux. C'est assez rassurant, finalement, quand on voit ce qui se passe en mer Rouge. De plus en plus de bateaux, en fait, font appel aux bâtiments de la marine. On a une certaine proximité, marine marchande, marine de guerre. On reste des marins avant tout, et donc on connaît les dangers de la mer. Et donc on aime dire qu'on partage les mêmes problématiques. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est un appétit des compétiteurs pour la zone. Ces mêmes puissances conduisent des actions en direction des pays de la zone de façon à avoir des points d'accès. L'océan Indien et le sud de l'océan Indien n'est plus à la périphérie des mondes, mais devient un carrefour de compétition internationale. Nous sommes là aujourd'hui, nous étions là hier et nous serons là demain. On n'est pas à l'abri des crises, on s'en rend compte de plus en plus lorsqu'il y a des conflits géopolitiques. On mesure à quel point de maîtriser les flux maritimes permet d'apporter des solutions et de s'adapter à tous ces imprévus, que ce soit les conflits, que ce soit les crises. On est capable de s'adapter lorsque l'on maîtrise les flux maritimes. Regarder ce qui se passe sur les mers nous renseigne absolument sur l'état du monde et donc aussi sur l'état des conflits. Par la gauche, en route 220. Pas de dérive observée. Ces frictions, on les voit émerger dans les espaces libres. La Baltique est probablement un des endroits qui a le plus évolué après la guerre en Ukraine. La Finlande et la Suède ont décidé de rejoindre l'OTAN, et donc la Baltique est devenue une mer otanienne. Ce qui change considérablement l'état d'esprit des forces russes dans cet endroit-là. Ils sont obligés de faire passer 80% de l'export du pétrole russe en Baltique, puisque c'est leur principale voie d'export des matières pétrolières. 30 à 35% du commerce extérieur de la Russie passe par la mer Baltique. Et donc, ils sont obligés de faire passer tout ce flux maritime au travers d'une zone qui ne leur est pas forcément favorable. La Russie de Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine en particulier, il est complètement obsédé par la question maritime en réalité. Donc la mer Baltique est un enjeu fondamental pour Vladimir Poutine. Puis il y a la problématique centrale des câbles sous-marins. Vous savez que ces câbles sous-marins, aujourd'hui, ils représentent 98% de nos connexions. Souvent, quand vous posez la question aux gens dans la rue, vous leur montrez leur smartphone, vous leur dites, à votre avis, quand vous envoyez un mail comme ça en quelques secondes à l'autre bout du monde, ça passe par quoi? Très souvent, ils regardent vers le ciel et ils regardent vers les satellites. Mais c'est pas là qu'il faut regarder. Il faut regarder en mer et il faut regarder en effet dans ces zones sous-marines. Donc nécessairement, ces câbles sont devenus des cibles stratégiques parce que venir les endommager, c'est venir gêner, compliquer, voire supprimer pendant une heure, une journée, une semaine des communications entre citoyens ou entre États. Donc c'est évidemment devenu un enjeu fondamental. Tout ce que l'on peut voir, c'est une Russie qui cherche à gagner des marges de manœuvre, qui cherche à montrer qu'elle peut être nuisible en Baltique. Ça se retrouve avec des manœuvres que l'on appelle hybrides, sous le seuil de la guerre, de manière à montrer « je suis présent en Baltique et je compte défendre ma souveraineté ». Mais c'est en fait une réaction d'une personne qui se sent sur la défensive. Retour le 5110, ligne près, piste 25 là. Ligne 5110, piste 25, autorisé décollage, suivant 330 degrés, calme. Rappelez passant 2000. V1, en rotation. HTV 5110, affiché 1750, 50, transpondeur.
avons fait un pragmatique, donc c'est dans le cadre de l'opération de l'OTAN qui s'appelle Baltic Santé, qui consiste à protéger les approches aéromaritimes de l'OTAN, notamment en Baltique, pour surveiller toutes les infrastructures sensibles et critiques, telles que les câbles sous-marins, les zones de convoi de bâtiments de commerce, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de menaces qui pèsent sur ces navires. C'est une mer qui est quasiment fermée. Les bateaux qui doivent sortir de là sont obligés de passer par les détroits du Danemark. Donc c'est une activité où il y a une tension qui est quand même assez importante. Et c'est une mer qui est donc refermée avec pas mal de pays. Tous appartiennent à l'OTAN, à part la Russie et son enclave. Ouais, donc c'est pour ça que c'est une zone de tension assez importante. On peut s'attendre à des petits patrouilleurs locaux, côtiers, finlandais, suédois, polonais ou allemands dans la zone, et un petit peu de russe. Et pour info, il y avait 2 sous-marins kilos en entraînement devant Kaliningrad. Est-ce qu'ils seront au port ou s'ils seront toujours en mer, je ne sais pas. Nous, on va chercher à détecter toute activité qui pourrait être suspecte, illicite, anormale. Donc pour ça, on va travailler avec un radar qui va détecter les pistes. Par-dessus, les bateaux de commerce doivent avoir des transpondeurs. Donc on va regarder ceux qui ne remontent pas. Et là où dans leur zone d'évolution, est-ce qu'ils sont dans un couloir de navigation normal ou au contraire, est-ce qu'ils sont dans des zones à l'arrêt où ils n'auraient pas à être là. Plus bien sûr, on va regarder l'activité militaire dans la zone qui nous intéresse. L'objectif, c'est de balayer la zone la plus grande possible pour essayer de rentabiliser le plus possible le vol et d'être sûr que sur les différents chantiers de câbles sous-marins, on ait bien fait la corrélation entre les chantiers prévus et ceux qui n'étaient pas prévus. Et ensuite, également, vraiment balayer toute la situation surface pour s'assurer que tout le monde est prévu dans le coin et qu'il n'y a personne qui veut un peu échapper au commerce international, aux règles en tout cas. Et avec nos capacités de la caméra, on peut facilement observer une zone à plus de 20-30 nautiques, voire même plus pour les zones de travaux avec beaucoup de bateaux. Ça va être quelque chose comme dans une zone autour de nous, vers 60 km, on peut être sûr de toute l'activité qui se fait. Et puis après, au-delà de 60 km, on a quand même encore de bonnes capacités, mais ça va dépendre de la taille du bateau. Il est intéressant ce vaisseau parce qu'il est léger. Ça coûte de chevaux un collier, tu vois. Un radar potentiellement russe. Et un Zimit 2. Alors, il fait 82,30, c'est Zimit 0,32. En plus du trafic maritime qui est assez important, il y a beaucoup également de câbles, que ce soit de communication, internet, téléphonie, etc., ou même simplement d'électricité ou des pipelines qui transitent via ce golfe-là. Donc, ce qui fait que c'est une zone qui est plus susceptible soit des actes de malveillance, soit des actes de sabotage. Alors par exemple, ça peut être un bateau qui les fasse volontairement ou par accident. Là, il va faire racler son ancre au fond. Il n'y a pas énormément de profondeur. Il va attraper tout ce qui est au fond. Donc ça va être des câbles, ça va être les pipelines, ça va les endommager. Et voilà, donc c'est essentiellement le risque que l'on peut rencontrer dans cette zone-là, compte tenu de cette faible profondeur. Alors un T2, c'est un avion de la marine qui a la spécificité d'être un avion qui a une très longue endurance. Là, on a décollé il y a un peu plus de 7 heures de Lorient. Notre premier ressort, c'est de montrer que la France est présente ici, qu'elle apporte ses capacités, ses connaissances, ses savoir-faire. Et notamment tous les capteurs de l'Atlantique 2, en particulier, qui sont très performants depuis qu'il a été rénové notamment et qui nous permettent de faire à l'instant T l'image de quasiment 100% de ce qui flotte sur le Baltique. Et ça, on va partager ça, c'est un renseignement qu'on va partager avec nos alliés. La première mission, elle est sans doute là, c'est à la fois rassurer et renseigner, quoi. On vient pour fournir de l'appréciation autonome, pour avoir nos yeux à nous sur place. Parce que ce qui se passe en Baltique doit forcément avoir un impact sur ce qui se passe dans l'Atlantique et après en Méditerranée ou ailleurs. Et ça, ce sont les zones d'approche maritimes françaises. Donc on va protéger ces approches-là. Et en plus de ça, on est membre de l'OTAN. L'OTAN s'intéresse de près à ce qui se passe en Baltique dans le cadre du conflit en Ukraine. Et donc c'est pour ça qu'on travaille à ce profil-là.
certain aujourd'hui, c'est que l'on fait face à un durcissement du monde. J'appelle ce moment l'affirmation des puissances. Certains parlent du retour des empires, du retour de l'augmentation des rapports de force. On voit bien que nos conflits aujourd'hui ont une dimension maritime absolument fondamentale. Quand on s'intéresse à la géopolitique, quand on s'intéresse à l'état du monde, aux conflits, etc., il serait vraiment stupide de ne pas regarder, j'allais presque dire d'abord et avant tout, ce qu'il se passe sur les mers du monde. Dans un moment d'affirmation de la puissance, il y a ceux qui sont capables de montrer leurs muscles, ceux qui sont capables de dire stop, ceux qui sont capables de dire non quand une négociation se passe mal, et c'est ceux qui sont capables qui ont des atouts maîtres dans leur jeu. Et ces atouts maîtres, c'est ce que j'appelle les outils de puissance. Le premier outil de puissance de la France, et qui concerne la marine directement, c'est le porte-avions. La France est là pour protéger les siens, pour être aux côtés de ses alliés et de ses amis qui sont frappés, et pour pouvoir participer à des missions ô combien essentielles de liberté de navigation et de sûreté maritime. C'est dans ce cadre strict que nous opérons. Le porte-avions est un outil qui vient appuyer le dialogue stratégique entre deux nations, qu'il est capable effectivement d'aller frapper sans avoir besoin d'accès. Il est capable d'opérer partout dans le monde, sur tous les océans du monde, et donc sans avoir l'autorisation diplomatique d'un pays ou d'un autre, il est capable d'aller frapper à terre pour protéger nos intérêts, projeter de la puissance là où on l'estime nécessaire. On va récupérer un Rafale, le Rafale 4, on laissera sur l'ascenseur avant. Le deuxième outil de puissance, extrêmement fort, c'est la dissuasion. Cette dissuasion, elle est extrêmement importante, c'est le cœur de la défense nationale. Elle est là pour dissuader tout adversaire de s'en prendre à nos intérêts vitaux. Pour le CO, on se tient pas sur l'ordre. Il risque de 40 mètres. C'est du 5 balles. 37 mètres. 33 mètres. La visée de personne. 32 mètres. 31 mètres. 5000 mètres en fond gauche. Cette dissuasion, c'est la composante océanique qui est opérée par la Marine nationale et la composante aérienne qui est opérée par les forces aériennes stratégiques de l'armée de l'air et de l'espace et par la force aéronavale nucléaire opérée à partir du porte-avions. Quand on parle de protéger la France et les Français et leurs intérêts, protéger les intérêts vitaux des Français, c'est le cœur du système de la France, c'est la dissuasion. À l'heure où vacillent les certitudes, où les adversaires s'enhardissent, où les alliances faceillent, la dissuasion est et doit demeurer un intangible français. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. Et devant la nation, dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux.